je voudrais analyser les changements actuels dans le monde arabe, 50 ans après la naissance d'Israël donc, et 7 ans après la disparition de l'URSS. Les États arabes, d'abord hostiles à Israël et en fait très peu intéressés par les Palestiniens, étaient devenus favorables à la paix israélo-palestinienne d'Oslo en 1993. Et aujourd'hui, ils réagissent de façon dispersée au blocage du processus de paix. En fait, au Proche-Orient, on a un mouvement permanent, pas le moindre répit pour qui veut comprendre. Voilà le Moyen-Orient, dans lequel l'arrivée de l'État hébreu en 1948 bouleverse un équilibre déjà instable. Avant les accords israélo-palestiniens d'Oslo, dans cet espace du Moyen-Orient, Israël n'est en paix qu'avec un seul pays, l'Égypte. L'Égypte est le premier État arabe à avoir signé un traité de paix avec Israël en 1979, et c'est une paix qui vient après 3 guerres entre les deux pays. C'est important dans la géopolitique régionale, car l'Égypte pèse lourd dans le monde arabe. Elle signe avec Israël la paix de Camp David, une paix nécessaire, mais une paix sans enthousiasme. La Jordanie est le 2e pays arabe à signer la paix avec Israël en 1994 dans la foulée des accords d'Oslo. Pour Israël, cela signifie une certaine garantie de sécurité sur son flanc est, et pour la Jordanie du roi Hussein, cela signifie, à l'est d'abord, les relations tendues avec l'Irak sont contrebalancées par la paix à l'ouest. À l'ouest, Amman confirme qu'elle renonce à ses revendications sur la Cisjordanie. Et en Jordanie même, où la population ne compte qu'une minorité de Jordaniens d'origine, essentiellement des Bédouins, et une majorité formée de Palestiniens, eh bien cette paix de 1994 reporte de la Jordanie sur Israël le soin de trouver les solutions aux problèmes palestiniens. Autre conséquence des accords d'Oslo, l'économie de la région. La tension politique presque permanente au Moyen-Orient a conduit les pays de cette région à avoir plus de relations commerciales avec des pays extérieurs à la région qu'ils n'en ont entre eux. Or là aussi, les choses ont commencé à bouger avec des projets évidents par leur nécessité. D'abord la négociation sur l'eau. L'eau est rare au Proche-Orient. Quel partage des nappes phréatiques? Quel partage des eaux du Jourdain et de ses affluents? Ensuite, les infrastructures régionales. L'idée, là, est de relier entre eux les réseaux électriques et les réseaux routiers des États de la région, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Enfin, le tourisme, aussi bien propre à la région que celui qui vient d'Europe à seulement 4 heures de vol. Il s'agirait de créer une politique touristique régionale, comme par exemple autour d'Eilat et d'Aqaba. Le développement économique est une condition de la paix et naturellement vice-versa. Oslo avait donc fait avancer les choses en matière de confiance, de diplomatie, peut-être même d'économie, mais dans cet environnement, il reste un pays important qui n'a pas signé de traité de paix avec Israël, c'est la Syrie. Le plateau du Golan syrien est le principal objet du litige entre les deux pays. Il est occupé par Israël depuis la guerre des 6 jours de 1967 et Tel Aviv y a implanté des colonies juives. Israël veut garder le plateau qui fait tampon entre les deux pays et la Syrie veut tout simplement récupérer sa terre, d'ailleurs toute proche de la capitale syrienne Damas. Et dans cette négociation, Damas cherche à maintenir une pression sur Israël pour garder un levier. Or le levier ne peut plus venir du Golan, mais il peut venir du Sud-Liban. Il faut se souvenir qu'en 1982, à l'issue de l'opération Paix en Galilée, Israël s'est installé au sud du Liban sur une bande de terre qui jouxte sa frontière nord. Là, Israël entretient une armée de supplétifs libanais de quelques 3000 hommes, l'ALS, l'armée du Liban Sud, dont la fonction est d'éviter toute incursion en Israël des milices pro-syriennes. Et de son côté, la Syrie contrôle le Liban depuis la fin de la guerre civile, c'est-à-dire 1991, et pour cela entretient au Liban une force de quelques 35 000 soldats syriens, qui doivent et empêcher les milices libanaises de se reconstituer et interdire à Israël d'intervenir à nouveau au Liban. Et pour faire pression, la Syrie soutient le mouvement islamiste Hezbollah qui bombarde régulièrement le nord d'Israël par-dessus les lignes de l'ALS.
Donc, chacun a ses moyens de pression pour faire avancer ou pour bloquer les processus. Israël en gardant le Golan, la Syrie en laissant bombarder Israël. Voilà donc le statu quo. Et c'est là qu'intervient un dernier acteur qu'on n'avait pas vu venir, sous prétexte qu'il n'est ni voisin immédiat, ni arabe. Et ce voisin, c'est la Turquie. Car les choses ont beaucoup changé récemment pour la Turquie, parce que le monde lui-même a beaucoup changé ces dernières années, et une carte plus large aide à se remémorer les évolutions des rapports de force. D'abord, la Turquie est membre de l'OTAN, alliance pro-occidentale. Mais avec la disparition de l'Union soviétique, la Turquie se demande quel rôle stratégique elle doit désormais tenir. Ensuite, elle a joué un rôle majeur dans la guerre du Golfe de 1990, mais sa politique de répression des Kurdes, plus de nature ottomane qu'européenne, lui fait risquer l'isolement international. D'ailleurs, elle a posé depuis longtemps sa candidature à l'Union européenne, et le refus des 15 de la laisser entrer a créé comme un sentiment d'isolement, voire un sentiment d'injustice. Donc, pour la Turquie, où est ma place? Quel est mon rôle? Eh bien, une part de la réponse turque à ces inquiétudes, ce sont des accords conclus avec Israël entre 1994 et 1996. Ces accords, de nature militaire et sur le renseignement, prévoient des manœuvres aériennes et navales communes, l'ouverture de l'espace aérien turc aux avions israéliens pour l'entraînement, et des échanges d'informations entre services secrets. Or, de tels accords changent les rapports de force dans la région. Pour la Turquie, une alliance avec Israël, solide allié des États-Unis, garantit le soutien du Congrès américain. Et pour Israël, il y a comme une logique de prise à revers de la Syrie. Et une telle hypothèse, évidemment, n'a pas échappé à Damas, d'autant plus que deux litiges importants opposent la Turquie et la Syrie. D'abord, l'affaire du Sancak d'Alexandrie, ce qu'on appelle Iskenderun aujourd'hui. La France, qui avait un mandat sur la Syrie après la Première Guerre mondiale, a cédé cette petite zone à la Turquie en 1939, ce que précisément la Syrie n'a jamais accepté. Ensuite, à nouveau la question de l'eau. On sait qu'il y a peu d'eau au Proche-Orient, et vous voyez sur la carte les deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ils prennent leur source en Anatolie, dans l'est de la Turquie. Eh bien, pour développer cette partie de son territoire, la Turquie a construit plusieurs barrages sur l'Euphrate, dont le grand barrage Atatürk, ce qui réduit d'autant les débits en aval, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. Or, la Syrie dépend de l'Euphrate pour plus de 60% de ses besoins en hydroélectricité. Et Ankara non seulement ne respecte pas l'accord de débit minimal signé entre les deux pays en 1992, mais les Turcs viennent de mettre en route le GAP, le projet d'Anatolie du Sud, qui vise à réaménager le cours supérieur de l'Euphrate pour l'irrigation et l'hydroélectricité, ce qui pourrait encore modifier et la quantité et la qualité de l'eau de l'Euphrate disponible en Syrie. Alors que retenir de ce panorama? Oslo est déjà loin et la guerre froide plus encore. On assiste à la naissance de nouvelles alliances au Moyen-Orient, dans lesquelles on se demande d'ailleurs où sont passés les Palestiniens et où sont passés les Kurdes. En Israël, peut-être que le Likoud va être contraint à faire la politique pour laquelle il n'a pas été élu, donc rendez-vous aux prochaines élections en Israël au printemps 2000. Le paradoxe pour ce pays, c'est que les travaillistes israéliens étaient sans doute plus en accord avec leur temps, et que les dirigeants du Likoud, eux, sont sans doute plus en accord avec leur peuple. Cela étant dit, dans ce mouvement permanent, il y a quelques paramètres qui aident à suivre le dessous des cartes dans cette région. La montée de l'influence des religieux, la volonté de maintenir stables les cours du baril de pétrole, les changements de génération de dirigeants en Arabie Saoudite et en Syrie à venir, et bien sûr, la politique extérieure et intérieure des États-Unis d'Amérique.